Yo yo yo! On va aborder le même sujet que dans la vidéo précédente, c'est-à-dire la force fictionnelle d'un lieu. Comment utiliser un lieu comme un personnage et pas pour faire du social. Mais par contre, vous pouvez faire du social en vous abonnant à la chaîne, en mettant un pouce bleu, en partageant, en laissant un commentaire. Et puis aussi, on est sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter et Insta. Je suis assez présent sur Insta. Et pour continuer sur le sujet, on va continuer dans le cinéma français en vous parlant d'un film culte pour une génération et malheureusement de plus en plus oublié, Ciao Pantin de Claude Berry, sorti en 1983. Mais de quoi parle Ciao Pantin? C'est l'histoire de deux personnages, Ben Soussan, jeune dealer qui surfe en essayant d'éviter les problèmes, la police ou d'autres gangsters, et qui se réfugie dans une station essence et fait la connaissance de Lambert, pompiste de nuit, homme mystérieux et boursouflé par l'alcool. Comme d'hab, qui est le réal? Claude Berry. Et oh putain, il y en a des choses à dire sur lui. Tout simplement parce qu'il est surnommé le parrain du cinéma français. Et rien que ça déjà, ça vous donne une image du personnage. Je vais vous raconter un peu sa bio parce que je la trouve assez intéressante. Et avant de devenir El Papa, à la base, il voulait devenir acteur, mais ça ne marchait pas de ouf ouf. Du coup, il a décidé de réaliser un court-métrage, Le Poulet, en 1963. Ce qui va l'amener à la Mostra de Venise et à gagner un Oscar en 1966. Oui, un Oscar, pas un César, hein, un Oscar. Au calme. Bref, au final, il doit quand même attendre environ 4 ans pour réaliser son premier long. Il a réalisé des films mythiques comme Jean de Florette, Manon des Sources ou justement Ciao Pantin. Mais ce El Papa du game, il le doit aussi pour son statut de producteur, parce qu'il a produit Les Trois Frères, Didier, L'Ours, Astérix et Mission Cléopâtre, ou encore Bienvenue chez les Ch'tis, qui, mine de rien, est le deuxième plus gros succès du box-office français derrière Titanic, et est donc le plus gros succès pour un film français en France, ce qui n'est pas rien. Petit fait intéressant, c'est que Ciao Pantin est son premier scénario adapté. Avant, il n'avait écrit que des scénarios originaux. Mais comment parler de Ciao Pantin sans parler de Coluche? Ah, Coluche. Bon, cette fois, je vais pas vous faire une petite bio comme Claude Berry, mais c'est un personnage fascinant. Très humain, mais aussi très borderline. La même année que la sortie de Ciao Pantin en 83, lors d'une émission où on le provoque, il finit par sortir un flingue et mime son suicide à la télé. Mais Ciao Pantin est extrêmement important dans sa carrière et dans ce qu'il va créer ensuite dans la culture française. Coluche, c'est évidemment un comique, avec un humour décalé, quelqu'un qui provoque aussi. Et là, d'un seul coup, il se retrouve dans un film dramatique. Tout le monde l'attendait au tournant. Mais quelle réussite! Coluche est incroyable dedans. Son jeu, son visage, cette souffrance, elle transpire à l'écran. Comment il parle, comment il marche, Coluche est devenu entièrement le personnage. C'est beau à voir. Et il n'est pas le seul à délivrer un jeu à la hauteur du film. Richard Anconina, encore jeune acteur, casse l'écran. Il est touchant dans ce rôle de loser qui essaye de s'en sortir comme il peut, à tel point qu'il gagnera 2 Césars grâce à ce film. Celui du jeune espoir et du meilleur second rôle masculin. Coluche, lui, gagnera celui du meilleur acteur. Et le film, au passage, récoltera aussi la meilleure photo, amplement méritée, et celui du meilleur son. En tout, 5 Césars. Mais d'ailleurs, leur jeu à tous ces acteurs s'explique par une interview qu'Agnès Soral, qui joue Lola la punk, a donnée en 2016 au Figaro, qui lui disait comment elle, Coluche, Anconina et Philippe Léotard, qui joue le policier Bauer, collaient parfaitement à leur rôle. Et Agnès Soral répond alors que sur le tournage, tous les acteurs étaient en souffrance. La femme de Coluche l'avait quitté. Anconina sortait aussi d'une histoire d'amour qui s'était mal finie. Léotard avait du mal à se remettre de sa séparation. Et même le réalisateur Claude Berry vivait un épisode sentimental compliqué. Et ça rend le film mystique. Tout le monde est en PLS et ils font un film comme ça. Sans le savoir, justement, ça se ressent. Il y a une puissante tristesse qui ressort de chacun des personnages qui paraît vrai, presque palpable. Au début de la vidéo, je vous ai dit que c'était un film culte pour une génération, celle de mes parents en l'occurrence, et qui a un peu découlé sur la mienne, pour info j'ai 29 ans, mais beaucoup moins sur celle d'après. C'est-à-dire que le film déjà il passait facile une fois par an à la télé. Et je sais pas s'il passe encore aujourd'hui, je regarde plus la télé, mais même sur les plateaux télé, même dans les émissions, souvent le mot Ciao Pantin, en tout cas le titre du film revenait souvent dans la bouche des gens, et beaucoup moins aujourd'hui. Et rien que pour ça, déjà, je savais ce que c'était sans l'avoir vu. Je vous ai dit qu'il va créer quelque chose dans la culture française. Il va créer une expression. À chaque fois qu'un comique voudra faire un film dramatique, ensuite, on va dire qu'il fait son Ciao Pantin. Et c'est une expression que j'entendais beaucoup à l'époque et beaucoup moins aujourd'hui. Voilà pourquoi on vous parle de ce film. Et aussi parce qu'accessoirement, c'est vraiment un putain de bon film. Bon, parlons du film un peu, et de ce dont on a abordé dans la vidéo précédente. Le lieu, la ville, le décor. Paris en l'occurrence. Et il utilise complètement Paris comme un personnage. C'est pas un film sur Paris ni un film social, c'est un film qui raconte une histoire, tout simplement, avec sa propre symbolique et son propre message. Et avec tout ce que Paris peut apporter de mystérieux aussi, de fictionnel, les histoires que cette ville veut raconter, ces petites histoires.
Aujourd'hui, on ne filme plus la ville de cette façon. Tout est prétexto-social. On retire tout ce qu'une ville peut apporter de fiction, toute son âme et ce qu'elle représente. Parce que qu'est-ce que Paris est belle dans Ciao Pantin, énigmatique, brumeuse, pluvieuse. Et voir Paris de cette façon au cinéma, encore plus de nos jours, fait beaucoup de bien. Mais pourquoi Ciao Pantin? C'est un titre qu'on trouve magnifique d'ailleurs, mais pourquoi? Et on n'a pas vraiment de réponse à cette question, à part le fait que Ciao Pantin, c'est une expression qui était utilisée à l'époque pour dire adieu l'ami. Et si je dis pas de bêtises, Ciao Pantin, il le dit qu'une seule fois dans le film, et pas à n'importe quel moment. Et je vais pas vous raconter parce que justement, ça va me permettre de rentrer dans la zone spoiler. Parce qu'on a envie d'aller plus loin avec ce film, du coup, on va vous raconter la fin. Et du coup, si vous l'avez pas vu, regardez-le. Sinon, à tout de suite. Ou sinon, d'ailleurs, je vais juste vous faire un carton pour vous prévenir au bout de combien de minutes la zone spoiler est finie. Donc, avant l'interprétation qu'on voudrait vous faire partager, un truc qui est assez étonnant, c'est la construction du film. Le personnage principal, au début, c'est Anconina. C'est lui qu'on suit. Coluche n'est qu'un second rôle. Sauf qu'arrivé au midpoint, pile au milieu du film, à l'instar d'un Psychose d'Hitchcock, Anconina meurt et on switch de personnage principal qui maintenant devient Coluche. C'est toujours osé ce genre de décision. Et puis, c'est fort, inattendu. Enfin, inattendu, Allociné, dans le résumé, ils le mettent en fait. Mais bon, la scène est grave stylée et on a d'ailleurs du mal à y croire au début. Enfin bref, je trouve cette décision de scénariste incroyable. Mais ce dont on voulait vous parler, et je shout out Mathieu, mon co-auteur, parce que c'est de lui dont vient cette théorie, et je la trouve fort en chocolat. Et justement, c'est une interprétation individuelle, on ne dit pas que c'est ce que le réal a voulu dire, mais justement ça, on en parlera juste après. C'est tout le symbolisme de la mort qu'il y a autour du film, comme si Coluche, le personnage de Coluche, Lambert, il était dans un purgatoire. Je m'explique. Pendant tout le film, Lambert dit qu'il est déjà mort. C'est un dialogue qui revient très souvent. Il subit la mort de son fils, quelque chose qu'il n'a toujours pas accepté. Quand il est filmé avec Lola, il est dans l'ombre quand elle est la lumière. Déjà, rien que le fait qu'elle soit blonde, c'est lumineux. D'ailleurs, son premier dialogue quand elle rentre chez Lambert, c'est « On peut allumer là ?» Elle lui apporte la lumière. Même le métier pompiste, c'est crépusculaire. Et puis, tu vois passer des gens inconnus tout au long de la nuit, comme un défilé d'êtres sans âme, parce que de toute façon, il les connaîtra jamais. Une succession de fantômes. Et tout nous amène à cette incroyable scène de fin. Quand il a accepté ses démons, quand il s'est libéré de sa propre emprise, c'est à ce moment-là qu'il meurt. Et tout nous indique qu'il va mourir. C'est pas un twist, non. Toute la mise en scène nous l'indique, nous prépare. Le chat noir qu'il croise dans le couloir, les oiseaux qui volent en passant devant ce lever de soleil, et cette mort. On ne voit pas du tout qui lui tire dessus, on n'a même pas une ombre, même pas un plan rapide, on discerne pas très bien, non, rien. Tout se passe hors champ. Mais alors qui le tue ? Évidemment, dans l'histoire, on s'imagine qui ça peut être, mais c'est jamais personnifié. La mise en scène suppose autre chose, que c'est la mort avec un grand M qui est enfin venu le chercher. Au final, il y a tout ce délire de fantôme qui reste sur Terre parce qu'il ne s'est pas libéré de ses démons, et c'est toujours quand le fantôme a accompli ce qu'il devait accomplir qu'il peut enfin quitter la Terre, quitter cette prison et finalement disparaître. C'est exactement ce qui arrive à Lambert. Quand il s'est repenti, il disparaît. Fais pas la meuf, tu savais que t'allais être spoil, wesh. Je pourrais aussi vous faire tout un passage sur la construction psychologique du personnage de Lambert, parce qu'elle est hyper intéressante et hyper bien écrite. Je vais juste dire un truc, c'est que tout le background, tout ce qui lui est arrivé au personnage de Lambert, on l'a que par bribes et par petites infos. Et c'est quand il est dans le lit avec Lola à la fin du film, c'est quand il décide de tout raconter, de se repentir, que quelques minutes après, il meurt. C'est tristement beau. Donc après vous avoir raconté tout ça, j'aimerais vous parler de ce que c'est que l'interprétation individuelle. Parce que là, tout ce qu'on vient de vous raconter, je veux pas que vous croyiez que c'est ce qu'on pense que le réal a voulu dire. Non, c'est une interprétation individuelle qu'on fait. Et d'ailleurs, le film se tient très bien sans ça, et c'est le plus important. Il y a un truc avec lequel on a un peu de mal, c'est ceux qui partent plus loin que ce que le film raconte et en font le propos du réalisateur, ou un propos ultime de ce que le film raconterait. Non, ce sont des interprétations individuelles qui devraient rester comme telles. Chaque film résonne en nous de manière différente. Et quand un film sort et quand un film est fini, il appartient au public. Et il y a aussi deux choses qu'il faut accepter. La première, c'est que quand un réalisateur fait un travelling et qu'il suit le mouvement d'un personnage, c'est pas forcément pour vous raconter la vacuité de la vie dans un discours métaphysique. Et la deuxième chose, c'est que parfois le film il dépasse le réalisateur, tout simplement. Vous savez, il y a tellement d'étapes différentes et longues lors de la construction d'un film que parfois, ce qu'on avait en tête lors de l'écriture du scénario n'est plus la même chose que le résultat final. Et c'est pas grave, et c'est pas nécessairement une mauvaise chose. C'est juste une réalité. Et c'est pour ça qu'on vous a déjà dit dans des vidéos précédentes que parfois, que ce soit vrai ou pas, le film le veut. Bon après, calmez-vous quand même, hein. Dans Room 237, t'as un mec qui voit le visage de Kubrick dans les nuages au début de Shining. Ouah, calme-toi quand même. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu.
Et honnêtement, il faut absolument que vous regardiez Ciao Pantin si vous ne l'avez pas vu, parce que le plus important, c'est pas que vous l'aimiez, c'est que vous l'ayez vu. Il est tellement culte pour le cinéma français, pour la culture française, que du coup, c'est important de le voir. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le film coréen qu'on aurait dû faire avant, mais avec beaucoup moins de violence et que de l'amour, parce que ce sera une comédie romantique, My Sassy Girl, sortie en 2001. Banks!